ajuster le micro. Donc, ça a été expliqué là, pour le plan de déroulement là, de la présentation qui se veut également être le plan de déroulement de la soirée. Ça va être une présentation dynamique qui va être là, qui va intégrer là, divers ateliers, comme a été mentionné par ma collègue. Donc, comme aussi Alexandra l'a mentionné, l'activité d'aujourd'hui fait partie là, de différentes étapes là, de consultation. La première étape, qui était l'étape d'information, a eu lieu là, dans le cadre d'un point d'information au Conseil de quartier le 30 janvier dernier, qui était un point d'information pour expliquer la démarche de consultation, donc l'ensemble de l'œuvre que vous voyez présentement sur la diapositive. Donc, actuellement, on est dans la démarche dialogue citoyen. Donc, il y a eu une première activité le 22 février dernier qui impliquait là, des consultations ciblées avec des experts en environnement, donc pour discuter justement de tout le portrait environnemental. Donc, aujourd'hui, on se retrouve vraiment à l'étape là, qui est dans l'encadré rouge, donc l'atelier d'échange avec le public qui sera suivi là, dès demain par le questionnaire en ligne. Devra le tout culminer avec un bilan des consultations là, dans l'horizon du mois de mai. Après la troisième étape, ça va être l'étape des orientations préliminaires, donc on pourrait dire de l'aboutissement de la vision. Donc, il va y avoir un atelier d'échange avec le public en regard à cette vision d'ensemble du site qui sera, on pourrait dire, le bout là, de la démarche de consultation, de recueillement des besoins là, auprès du public notamment. Ces orientations préliminaires seront soumises, il y aura une période de consultation publique, écrite, je veux dire, qui suivra justement ce dépôt de ces orientations préliminaires, pour après entamer la quatrième étape qui va être la démarche officielle d'élaboration du PPU. Donc, tout ce qui est régi par la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, sous l'acronyme LAU qu'on appelle. Donc, c'est vraiment la consultation officielle. Donc, il va y avoir tout le volet réglementaire qui va accompagner cette démarche. Il va y avoir toutes les nouvelles activités de consultation publique, des nouvelles consultations écrites, pour amener en cinquième étape à toute l'étape finale, à l'adoption et l'entrée en vigueur du PPU. Donc, les objectifs propres de la rencontre, rapidement, c'est de donner un avis donc, sur les propositions qui seront soumises aujourd'hui, donc en regard d'une proposition de milieu naturel à conserver, également sur des propositions pour l'aménagement de milieux de vie et de travail, et finalement sur la planification des déplacements sur le site et pour connecter avec son contexte, et également pour contribuer à les réflexions, donc à collecter des informations pour aider là, justement à alimenter, à continuer la réflexion en matière justement des milieux de vie et de travail attractifs et de qualité qu'on souhaite implanter, aux besoins et services complémentaires qu'on souhaiterait justement implanter dans le quartier, et finalement toute la question bien sûr du transport et de la mobilité là, dans le secteur, mais la mobilité au sens large, donc tous les modes de transport actifs, transport en commun et bien sûr là, routier. Donc, au niveau de la mise en contexte, après on va parler, donc le territoire de planification, on vous le présente. Donc, celui-ci est conçu d'un ensemble de terrains qui est délimité là, au nord par les milieux résidentiels bordant le boulevard Sainte-Claude, au sud par les terrains de l'espace d'innovation Chauveau phase 1, à l'ouest par l'autoroute Henri IV et à l'est par le boulevard Couture et l'ensemble des milieux résidentiels et l'école Notre-Dame-des-Neiges qui la compose. Ce site fait un peu plus de 2 km², soit 200 hectares. Donc, c'est une grande superficie de terrain. Donc, débutons avec un bref historique de l'évolution du secteur. En 1948, l'ensemble de la banlieue actuelle, telle qu'on la connaît, était en réalité là, un milieu agricole qui correspond à la plaine fertile de la vallée du Saint-Laurent. Les terres étaient rattachées à l'époque au boulevard de l'Ormière, tel qu'on le connaît. Là, donc, c'était vraiment une route principale importante. Donc, la majorité, c'est ça, des lots étaient cultivés. On peut constater, là, je pourrais peut-être utiliser le pointeur laser, là, qu'il y avait certaines poches, excusez-moi, des îlots, plutôt je devrais dire, là, de milieux boisés, donc qui sont toujours perceptibles aujourd'hui. Oui, voilà. Donc, en 1963, il y a eu aussi les premières ouvertures de rue qui est possible d'avoir, surtout dans la portion nord. Il y a eu l'implantation de la ligne hydroélectrique telle qu'on la connaît aujourd'hui, qui est localisée là, plus dans la portion sud. On ne voit pas le pointeur. Bon, je
je vais la ressortir, qui est juste ici dans la portion sud. En 1985, on continue, donc c'est le développement urbain qui continue là, à prendre de l'expansion. Justement, puis il y a une forme de par ce développement urbain, il y a les activités agricoles qui cessent, donc une restauration des milieux naturels qui se fait progressivement. On voit aussi en 1985 l'implantation de l'autoroute. En 1995, la différence, c'est qu'on constate vraiment la consolidation de la trame urbaine, donc la ville là, qui s'est développée au pourtour du site. Donc, on continue toujours dans l'évolution du secteur. Comme élément important, c'est que depuis 2005, le secteur est inclus à l'intérieur du périmètre d'urbanisation, soit depuis l'entrée en vigueur du PDAD, soit le plan directeur d'aménagement et de développement de la nouvelle ville de Québec, une nouvelle ville issue des fusions municipales qui a eu lieu en 2002. Donc, depuis au moins 2005, le site là, est voué là, justement à du développement. Comme ça a été mentionné en trait de jeu, du résidentiel, industriel, ça a évolué beaucoup là, à travers les années. Il y a eu aussi en 2015, bien sûr, l'aménagement de l'ouvrage de régulation des crues du ruisseau Montchâtel, qui est localisé tout juste aux abords de l'autoroute Henri IV. En 2018 aussi, il y a eu l'amorce du développement de la phase 1 de l'espace d'innovation Chauveau. Et finalement, en 2020, avec l'entrée en vigueur du schéma d'aménagement et de développement de l'agglomération de Québec. L'agglomération de Québec, ça comprend les villes de Québec, Saint-Augustin et Ancienne-Lorette. Mais le site, l'ensemble du site était voué là, à accueillir les besoins en matière industrielle là, pour les prochaines années. Voici, dans la présente illustration, là, un concept de développement qui a été proposé justement en 2021. Ça a été référé tantôt d'entrée de jeu. Donc, on peut constater que ce scénario-là était vraiment là, ancré ou axé, plutôt je devrais dire, sur un développement maximal du site. Comme ça a été mentionné, le promoteur a accepté d'entreprendre une démarche de conciliation pour réaliser un développement qui répondra aux attentes de conciliation, notamment en matière de conservation des milieux naturels, que ce soit les milieux humides, milieux boisés, les composantes hydriques qu'on retrouve dans le secteur en question. Donc, continuons avec l'aménagement du site, mais avec une projection dans le temps. Donc, en 2017, bien sûr, il y a le début de la planification du site, en regard au développement de la phase 1 de l'espace d'innovation Chauveau, qui s'est culminé justement en 2018 par les travaux d'ouverture de rue du boulevard John Salmon, tel qu'on le connaît, le développement des terrains de part et d'autre. En 2021, il y a eu l'aménagement du bassin de rétention de l'Astrolabe, qui se veut vraiment être un bassin là, intégré dans son milieu. Alors, on va dire c'est au-delà uniquement d'un ouvrage de rétention, un ouvrage civil. C'est vraiment un ouvrage là, qui a pris soin d'être intégré dans son milieu par la plantation d'arbres, de végétaux, d'aménagement de sentiers, etc., pour assurer là, justement sa pleine intégration dans le milieu. Il y a aussi eu, comme élément marquant en 2023, l'adoption du projet de PRMHH dans le plan régional des milieux humides et hydriques de l'agglomération de Québec, qui est venu identifier le site Chauveau comme étant un milieu là, important nécessitant une conciliation pour viser justement de la conservation des milieux humides. En 2024, on est à l'étape actuelle, donc c'est tout le lancement de la démarche des PPU et on est en plein dedans là, pour les prochains mois, donc toutes les activités qui vont s'en suivre. Et pour arriver, on se projette en 2035, qui se veut être une année qu'on prévoit pour la réalisation complète du PPU. Donc, tout l'aspect aménagement et développement là, du site, c'est sûr que ça, c'est en fonction de l'évolution des marchés et des besoins, mais on pourrait dire en fonction des connaissances actuelles, qu'on pourrait dire qu'en 2035, là, la vision qu'on va se donner pourrait être pleinement réalisée dans cet horizon. Donc, on va remettre en contexte le site Chauveau à l'intérieur de la dynamique là, de l'agglomération de Québec. Donc, on le voit, puis je pense que je vais réutiliser le pointeur laser à nouveau. Désolé pour les manipulations, pour être sûr qu'on le voit bien. Là. Bon, ça n'a pas marché, je suis désolé. Voilà. Donc, c'est ce qu'on voit ici délimité en noir, là, juste ici. Donc, c'est ça. Comme je le disais, l'agglomération de Québec, c'est conçu de la ville de Québec, Ancienne-Lorette et Saint-Augustin. En titre de rappel, le schéma d'aménagement, ça définit les affectations que l'on souhaite pour l'ensemble du territoire en fonction des orientations, des projections, etc. Donc, ça établit vraiment les lignes directrices de l'organisation physique que l'on souhaite du territoire. À l'époque, en fonction de la connaissance des besoins que l'on avait, le site avait été défini pour accueillir des besoins industriels. Bien sûr, le tout évolue et comme on le mentionne depuis un certain moment, le tout évolue en fonction d'intégrer et de conserver nos milieux humides, nos milieux boisés, etc., d'intérêt sur le site, mais également pour construire les besoins en matière d'habitation.
Donc, pourquoi développer sur le site Chauveau? C'est sûr qu'on est dans une dynamique beaucoup plus globale qu'uniquement à l'intérieur des limites de la Ville de Québec. Tout d'abord, pour limiter l'étalement urbain vers la périphérie. Ça a été mentionné d'entrée de jeu, le transport, c'est responsable de 70% des émissions de gaz à effet de serre. Actuellement, autant pour nos ménages que pour nos entreprises, nous sommes dans une dynamique justement globale où, à défaut d'avoir de l'espace pour les accueillir, ils doivent s'établir toujours de plus en plus loin. Donc ça nécessite par le fait même des distances plus longues de transport, donc plus de gaz à effet de serre. Ça ne permet pas d'optimiser nos infrastructures, autant routières, autant en transport en commun qu'autant au niveau des services publics. Par exemple, une municipalité plus éloignée qui accueille plus de développement, souvent son usine de traitement des eaux n'est plus suffisante, souvent ils n'ont pas les moyens, donc ça nécessite vraiment que la société doive contribuer. Donc ça a des coûts au niveau environnemental, mais au niveau de la société également, de supporter cet étalement urbain. Également, on est dans une dynamique où on veut pouvoir retenir et accueillir nos familles également sur le territoire. Les besoins sont pas juste pour les familles, mais notamment pour les familles. C'est sûr qu'actuellement, on a de la misère justement à répondre à leurs aspirations, à leurs besoins. Donc, le site de Chauveau, ça serait un site qui serait là, justement là, bien désigné pour pouvoir les accueillir parce qu'il y a des services à proximité. On pourrait créer des milieux de vie dynamiques et intéressants pour ces familles, justement. Des milieux de vie de qualité parce qu'on va laisser place, justement, à la conservation de la nature. Puis aussi, on peut faire différemment aussi ces milieux de vie-là pour les familles. Est-ce qu'on peut revoir le modèle, le fameux bungalow, le cottage? On sait que ça nécessite beaucoup d'espace. Aussi, il y a des coûts aussi qui sont de plus en plus difficiles à assumer pour les familles. Est-ce qu'on peut faire un développement plus compact pour pouvoir les accueillir, ces familles, justement, et créer des milieux de vie plus intéressants par le fait même? Et bien sûr, puis ça a été dit aussi d'entrée de jeu, le statu quo est plus possible pour le site. Actuellement, oui, c'est un milieu naturel, mais qui est comme en ballottage. Mais justement, cette démarche-là va permettre de formaliser la conservation des milieux naturels, mais aussi de permettre et d'assurer et de pérenniser l'accès public à ces milieux et de protéger et mettre en valeur ces milieux naturels-là, tout en balisant les activités que l'on souhaite retrouver justement dans ces secteurs de conservation. Donc, si on revient sur la question du logement, de ce temps-ci, on entend beaucoup parler dans les médias. Il y a une situation très particulière, je dirais que ce n'est pas juste propre à la Ville de Québec, mais qui est aiguë à l'échelle de la Ville de Québec. En fonction des données de 2023, la région de Québec est la première quant au plus faible taux d'inoccupation des logements. Ça, ce n'est pas un titre glorifique. C'est qu'actuellement, on est à égalité avec la région de Vancouver comme ayant le plus faible taux de disponibilité des logements. Là, concrètement, le taux est de 0,9 %, en dessous de 1 % de taux d'inoccupation, donc de disponibilité de logement, soit le plus bas, plutôt je devrais dire, depuis 2010. Juste par comparaison, il était de 1,6 % en 2022. Quand on parle de seuil d'équilibre, celui-ci est fixé à 3 %. On juge qu'un taux de 3 % permet d'avoir un bagage de disponibilité suffisant de logement pour assurer ou répondre aux besoins courants. Et si on va de façon plus spécifique, le taux d'inoccupation est d'environ de 1 % qui était fixé en 2023 pour les logements locatifs à un loyer moyen sous les 1 000 $. Donc, tout ce qu'on parle de logements abordables, donc on voit que le taux d'inoccupation est aussi très critique à ce niveau. Donc, en regard justement à ce contexte de crise de logement, il y a un plan de mise en œuvre accéléré de la vision de l'habitation échelonné sur 3 ans qui a été élaboré. Ça a été annoncé et présenté publiquement ces derniers mois. Ça vise justement à accélérer la réalisation des logements, des 80 000 logements qu'on projette d'ici l'horizon de 2040 pour répondre à cette crise-là. Il faut accélérer le rythme de réalisation des logements. Cependant, accélérer le rythme de réalisation, ça ne veut pas dire de le faire de toute façon. Il faut le faire afin de favoriser la construction de logements, oui, mais de façon constructive et en tenant compte de l'ensemble des besoins. En voulant dire, justement, l'ensemble des priorités qu'on a au niveau de la ville, soit de tenir compte des besoins en matière de biodiversité, de considérer la lutte au changement climatique. On vise aussi une forme de densification, mais pour tous les types de milieux, pas uniquement de la densification pour de la haute densité, mais aussi de densifier notre modèle de bungalow et cottage également, comme je le disais, mais qui répond tout de même aux aspirations des familles. Mais aussi, justement, vu qu'on parle d'un modèle plus compact, peut-être moins d'espace privatif, donc la cour arrière pour chaque unité, est-ce qu'on pourrait plutôt déployer davantage de milieux publics,
vraiment intéressant pour les familles, puis pour l'ensemble de la population, assurer l'accessibilité universelle, mais aussi l'inclusion sociale pour que tout l'ensemble des ménages aient également la réponse à son besoin en logement, mais également prévoir l'ensemble des besoins en matière de mobilité. Donc, de prévoir dès la planification les besoins pour tous les modes, actifs, transport en commun notamment. Donc, peut-être vous posez la question, pourquoi 80 000 logements? Bien, c'est en fonction de la croissance démographique qui est anticipée d'ici l'horizon de 2040 pour viser un taux d'équilibre constant de 3 pour tenir compte de l'effet d'attraction. La ville est attractive et pour aussi prévoir l'accueil des travailleurs temporaires qu'on a besoin pour nos entreprises, pour nos services, etc., puis aussi les étudiants étrangers, etc. Donc, c'est en fonction de tous ces besoins-là, ces projections-là qui a été établi le nombre de 80 000 logements. En regard aux besoins d'espace industriel et d'innovation, actuellement, le portrait du territoire, c'est qu'il y a 28 zones et parcs industriels et d'espaces d'innovation sur le territoire de la Ville de Québec pour une superficie de 23 millions de mètres carrés. Ça accueille plus de 3 800 entreprises pour 6 000 emplois. Actuellement, on a aussi un problème de disponibilité, moins de 3 de disponibilité de terrain pour l'espace industriel et d'innovation en janvier 2024. Sûrement qu'à ce moment-ci, le taux n'est pas meilleur et s'est empiré. Donc, actuellement, si on a une entreprise, je pourrais donner l'image de Simons, on sait que l'espace d'innovation Chauveau a accueilli Simons en phase 1. Bon, bien, si un nouveau Simons de ce monde, qui est un joyau de la Ville de Québec, a besoin d'un nouveau site pour répondre à sa besoin de croissance, mais actuellement, on a un enjeu pour pouvoir l'accueillir. Et ça serait vraiment navrant, à titre de société, de perdre justement ces entreprises au profit d'une autre municipalité ou de la périphérie avec toutes les conséquences qui s'ensuivent. Donc, en regard justement à ces besoins industriels-là, celui-ci a été chiffré à un besoin de 3 millions de mètres carrés à l'échelle de la Ville pour l'horizon de la prochaine décennie, donc d'ici 2030. Donc, afin justement, on parle beaucoup de densification au niveau résidentiel, mais on en parle moins au niveau industriel. Mais il y a une stratégie qui a été déployée en 2022, qui est la vision justement de développement des espaces industriels et d'innovation, qui vise 3 stratégies. La première, c'est les terrains encore disponibles, et ceux qui seraient à desservir en aqueduc et d'égouts, bon, de venir combler ces vides-là justement à l'intérieur de nos espaces industriels et d'innovation. En deuxième volet, d'optimiser nos parcs industriels, justement le volet de densification. Est-ce qu'il y aurait des propriétés actuelles qui ont trop d'espace, qui pourraient être subdivisées pour acquérir une nouvelle entreprise? Il y a également un autre volet de révision du cadre réglementaire afin de permettre aux entreprises existantes de pouvoir prendre l'expansion. Actuellement, il y a ces entreprises qui relèvent que le cadre réglementaire actuellement est restrictif, donc ça les contraint, en certains cas, à devoir déménager, à se trouver un nouveau site, un nouveau terrain. Mais là, pourquoi pas se donner de la souplesse et donner la possibilité à nos entreprises de pouvoir prendre l'expansion au sein même de leur localisation actuelle. Donc, mais malgré ces 2 premières mesures-là, il demeure qu'on a besoin de nouveaux espaces pour répondre aux besoins de croissance, donc de développer de nouveaux espaces, mais en développant différemment, en tenant compte des composantes naturelles présentes sur ces sites en question, notamment en regard au site de l'espace Chauveau. Je vais laisser la parole à ma collègue Julie qui va vous introduire le PRMHH. Bonsoir. Donc, on parle de besoins de développement, mais également ici de besoins de conservation. Le plan régional, c'est quoi? En fait, c'est vraiment un document stratégique là, qui vise à mieux intégrer la conservation des milieux humides et hydriques au niveau de l'étape de planification de l'aménagement du territoire. Fait que je pense qu'on est vraiment dans cette perspective-là ici, pour faire en sorte vraiment là, que le développement soit beaucoup plus durable et structurant et qui considère là, vraiment en amont là, les milieux naturels qui sont présents sur ces espaces-là. Donc, c'est vraiment une obligation légale là, qui a été confiée au MRC du Québec. J'ai de la misère avec mon petit pointeur. Oui. Tu veux continuer, je te l'envoie. OK. Donc, en octobre de l'année passée, l'agglomération de Québec a adopté son projet de plan régional
En novembre dernier, on a réussi à obtenir là, la lettre de recevabilité là, du gouvernement. Il y a vraiment là, une analyse qui est faite là, au niveau des différents ministères là, qui a été réalisée. En fait, on a eu un rapport d'analyse en février. Là, vraiment, c'est tout récent pour nous indiquer, faire certaines recommandations, certains commentaires, en fait, là, qui sont très minimes là, pour vraiment répondre là, aux exigences du gouvernement. Et l'approbation, là, suite aux petites corrections, l'approbation ministérielle viendra. Et une adoption officielle aussi sera faite par la suite. Lorsqu'on parle des milieux humides et hydriques, c'est quoi? Je vais essayer de vous simplifier ça. C'est vraiment des milieux dans lesquels il y a de l'eau. Il y a de l'eau de façon permanente ou temporaire, mais de façon assez longue pour affecter les sols. Donc, on retrouve là, certaines caractéristiques là, au niveau des sols qui sont typiques là, de la présence d'eau. Et on retrouve également des plantes particulières dans ces milieux-là. Pour le volet hydrique, évidemment, on parle des lacs, des cours d'eau, les fleuves, mais aussi les zones inondables là, de ces milieux. Au niveau de la planification qui a été réalisée dans le plan régional, vous avez vu des cartes. Pour le secteur Chauveau, c'était vraiment une cartographie qui a été réalisée par une approche de première approximation. C'est-à-dire que c'est vraiment une photo-interprétation qui a été réalisée pour délimiter les milieux humides là, sur ce secteur-là. Pour procéder à une planification, c'est certain qu'on doit mettre nos bottes, aller voir ce qui se passe sur le terrain. Il y a une méthode là, qui est prescrite par le gouvernement. Là, vous voyez la petite image là, du guide là, qui vient vraiment là, décrire qu'est-ce qu'il faut regarder sur le terrain pour définir, caractériser, bien délimiter là, ces milieux humides et hydriques. Donc, vous allez voir différentes cartes. Là. En fait, vous allez voir la première carte du plan régional, puis ensuite celle là, suivant l'inventaire détaillé. Si on revient au plan régional, c'est vraiment un outil clé qui a percolé, dans le fond, dans le schéma d'aménagement de l'agglomération de Québec. Il y a certaines orientations, des objectifs de conservation, des cartes, des actions qui ont été introduites dans le schéma d'aménagement pour favoriser la conservation des milieux humides et hydriques sur le territoire. Lorsqu'on parle d'orientation, je vous en nomme quelques-unes ici. Là. Donc, réaliser des développements qui minimisent leur impact sur l'environnement et valorisent les caractéristiques naturelles du site. Favoriser la conservation, la pérennité des milieux humides et hydriques dans les espaces développés. Conserver des grands noyaux de milieux interconnectés plutôt que des petits îlots vraiment là, séparés. Et valoriser les bienfaits là, qui découlent de la présence de ces milieux-là, autant pour les citoyens que pour la biodiversité. Donc, vous voyez la carte là, qui a été présentée dans le plan régional là, par rapport au secteur Chauveau. Il y a deux couleurs d'orangé pour identifier les milieux humides sur ce site-là. C'est vraiment des grandes superficies de milieux humides. C'est à peu près 50 de la superficie du site qui est en milieu humide. Donc, il y a vraiment des enjeux particuliers là, au niveau de la planification de ce secteur-là. Et dans le plan régional, ce qu'on est venu dire, c'est que c'est un site qui devait faire l'objet de conciliation. Donc, la planification de l'aménagement du site devait être complétée. Et pour ce faire, la Ville de Québec devait identifier vraiment des mesures particulières pour orchestrer là, un développement qui est adapté à la présence de ces milieux-là. Donc, c'est exactement là, la démarche qu'on fait aujourd'hui avec le PPU.
Donc, je continue avec la présentation. Donc, ce soir, on annonce la volonté ferme d'atteindre une cible ambitieuse de conservation d'entre 60 et 70 % pour le site Chauveau. On parle de 70 % du territoire du site Chauveau tel qu'il vous a été présenté d'entrée de jeu dans le contexte. Donc, en exemple, ce que ça correspond, si on se met à une échelle de comparaison simple, pour une superficie de 100 hectares, on sait que le site en fait 200 hectares, là, cela signifie que dans 60 à 70 hectares, bien, ça va être voué à la conservation, donc va être protégé de tout développement, et donc ça va assurer leur conservation et leur mise en valeur. Donc, on est conscient que c'est une démarche. C'est un important exercice, une démarche ambitieuse qui va nécessiter de la conciliation et de la prise en considération des différents intérêts, mais notamment de la conservation et la mise en valeur des milieux naturels, notamment en regard des milieux humides, de viser et de respecter l'atteinte de la conservation et de la mise en valeur de 98 % des milieux humides d'intérêt du territoire de l'agglomération, de prendre en considération les besoins de la population en matière d'habitation et en espace industriel, mais également les droits et les besoins du promoteur et propriétaire, comme on l'a dit, si c'est un site privé pour l'essentiel du site de Chauveau. Donc, comment qu'on va s'y prendre pour arriver à cette fin? Bien, c'est en développant autrement. Concrètement, que ça se décline en 3 étapes. La première, c'est de s'asseoir sur une base de l'aménagement, donc d'inverser le paradigme, en voulant dire d'inverser la manière de faire en allant identifier les corridors de biodiversité et de mise en valeur. Donc, de venir identifier les espaces qui vont être voués à la conservation, donc tous les éléments naturels d'intérêt, donc les boisés, les milieux humides, les éléments hydriques qu'on souhaite comme éléments structurants pour le territoire. Par la suite, ça va permettre d'identifier les espaces de conciliation, donc qui nécessitent un choix entre la conservation et le développement, pour, par la suite, continuer toujours dans le cheminement, arriver à l'étape 3, qui est vraiment de désigner les zones ou les territoires plus propices pour accueillir un développement structurant. Donc, ça a été mentionné d'entrée de jeu, l'outil qui a été désigné est le PPU, donc le plan particulier d'urbanisme. C'est un outil parmi tant d'autres que la Ville dispose pour son développement. Cependant, ça va être l'outil le plus pertinent dans le contexte parce que c'est une planification à plus petite échelle. Donc, on sait que c'est un site particulier, donc il nécessite vraiment cette planification plus particulière en tenant compte de l'ensemble des besoins et des intérêts et du portrait du site, permet d'énoncer une vision d'ensemble pour ce secteur, d'assurer une cohérence, une prévisibilité, justement. Donc, on va se donner un plan d'ensemble pour le site, mais aussi de se donner un horizon pour le réaliser. Tout ça va être ensaché dans un plan et aussi dans tout son volet de mise en œuvre avec le volet réglementaire. Ça va présenter des orientations et des objectifs clairs d'aménagement, justement, qui vont être intégrés dans ce document. Et justement, pour assurer cette mise en œuvre, je me répète là, mais c'est tout le volet, la mise en œuvre va se passer justement par le volet réglementaire, donc de modifier nos outils de planification. On l'a fait tantôt référence, le schéma d'aménagement de l'agglomération, le PDAD, donc le plan directeur d'aménagement et de développement de la Ville de Québec, mais également au niveau zonage, donc qui permet les usages, etc. Parce que l'aspect conservation, c'est un zonage également, parce qu'on veut la conservation des éléments naturels du site. Donc, sur le territoire de la Ville, il y en a déjà des PPU. On a 3 exemples en bas de la diapositive, mais actuellement, c'est pour des territoires déjà habités qui nécessitent de la requalification. Pour la Ville de Québec, c'est sa première expérience pour un milieu à aménager, à développer. Donc, mais comme on le dit, c'est le meilleur outil là, pour justement baliser et tenir compte de l'ensemble de ses besoins. Donc, toujours dans qu'est-ce qui est un PPU, donc, ça va être un contenu qui va être évolutif au fur et à mesure de l'avancement de la démarche, jusqu'à sa pleine réalisation, comme on le dit, à l'horizon 2035. Donc, actuellement, on est vraiment dans l'étape du portrait et de la vision, donc toutes les consultations en amont. Donc, on est vraiment dans sa mise en contexte, le portrait, les objectifs préliminaires pour amener dans les prochains mois avec la rédaction, donc d'avancer, puis comme un peu une pyramide, là, de peaufiner et de raffiner nos objectifs, notre vision du site. Donc, à ce moment-là, c'est les orientations préliminaires. Donc, à ce moment-là, des orientations claires qu'on a pour le site, les stratégies d'aménagement qui vont accompagner ces orientations-là
pour arriver dans l'horizon 2025 à l'adoption donc du PPU, donc tout le volet réglementaire, donc les normes pour assurer cette réalisation-là, le plan d'action à travers le temps jusqu'à l'horizon 2035 pour assurer le déploiement de cette vision-là. Donc, justement, là, de l'horizon 2035, ça va être l'horizon de mise en œuvre, là, justement, avec un plan d'action réparti à travers le temps. Donc, toujours dans le volet PPU, il y a 4 thématiques ou 4 volets qui sont abordés traditionnellement dans les PPU. Donc, on a le volet vocation et usage, donc usage résidentiel, industriel, conservation, institutionnel pour des écoles, etc. Il y a le volet cadre bâti, quelle intensité, on va dire nombre d'étages, quel type d'architecture, etc., qu'on l'on souhaite pour les bâtiments. Il y a aussi toute la question du domaine public, espace vert, quel type d'aménagement qu'on l'on souhaite pour nos domaines publics, autant au niveau de l'aménagement des rues qu'au niveau des parcs, des espaces publics, mais également toutes les questions de mobilité, mais la mobilité au sens large, hein, donc tous les modes. Là, on a présenté un vélo, un autobus, mais c'est l'ensemble des modes qu'il faut considérer. Cependant, en fonction de la réalité et du contexte du site, dont actuellement un milieu naturel, il y a un cinquième volet qui est ajouté, qui est toute la question de la conservation des milieux naturels, donc l'importance de tenir compte de ce portrait de cette réalité terrain-là dans la démarche actuelle là, pour le secteur Chauveau. Donc, les avantages du PPU, bon, j'ai l'impression de me répéter, mais ça permet une vision d'ensemble, justement, à l'échelle de ce quartier. Donc, c'est une démarche unique qui évite des modifications à la pièce. Un zonage traditionnel, c'est à chaque zone à la fois, mais là, on se donne un plan d'ensemble du site avec un plan de match pour le réaliser. Donc, ça assure une cohérence et une prévisibilité. Justement, donc, assurer le maintien à long terme de ces objectifs-là, justement, mais également parce que c'est un cadre réglementaire qui va être issu d'une consultation élargie. Ce soir, c'en est une preuve, hein? On va au-delà des citoyens limitrophes. C'était disponible, ouvert à l'ensemble de la population, également aux organismes. Hein? L'activité qu'on a faite le 22 février dernier avec les experts en environnement, donc on veut que ça soit être le plus inclusif et d'aller chercher le plus possible là, les avis là, de la population. Donc, je termine avec la mise en contexte au niveau des objectifs préliminaires. Actuellement, c'est des objectifs généraux de départ qui sont, on appelle à haut niveau, mais le tout va se raffiner, va se détailler au fur et à mesure qu'on va avancer dans la démarche. Donc, concrètement, on parle de valoriser les caractéristiques naturelles du site en cohérence avec le plan régional des milieux humides, en minimisant l'impact sur l'environnement, en conservant et en mettant en valeur les espaces naturels existants, en plus de les rendre accessibles aux citoyens, donc au-delà des milieux humides, mais les milieux boisés, hydriques, etc. Développer autrement de nouveaux espaces industriels comme étant des milieux dynamiques, conviviaux, en cohérence avec la vision de développement industriel et d'innovation. Donc, on veut que ce soit des milieux plus complets qu'uniquement du 8 à 5, que ce soit vraiment des milieux stimulants et intéressants pour les travailleurs. Il y a aussi d'aménager des milieux de vie durables, offrir une diversité de lieux de résidence pour tous les types de ménages, mais notamment des familles. Comme on dit, actuellement, c'est une grande difficulté pour les accueillir, pour les retenir sur notre territoire. Donc, tout ça en cohérence avec la vision de l'habitation. Et bien sûr, d'aménager le secteur en considérant les orientations en matière de développement durable. Hein, les 3 sphères du développement durable, sphère environnementale, économique et sociale. Et finalement, de faciliter l'accès par la création de liens favorisant les modes de transport durables. Donc, tous les pans, tous les modes de mobilité. On va faire un petit portrait du territoire que vous connaissez déjà très bien, là, mais en vol aérien. Bon, attendez un petit peu. On peut commencer par regarder au niveau des cours d'eau. Évidemment, ce territoire-là, on a de nombreux petits cours d'eau qui se drainent dans 3 cours d'eau